La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bientôt 7h15, votre invité Stéphane, le président de l'association des sites et monuments. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Julien Lacaze. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. La directrice du musée du Louvre alerte sur l'état de délabrement du bâtiment. Est-ce que vous avez été surpris par ces déclarations ? Le Louvre avait pourtant été restauré à la fin des années 80. Alors on a été effectivement un petit peu surpris, même à titre personnel, puisque je fréquente très régulièrement le musée du Louvre. C'est vrai que c'est un bâtiment qui finalement a été refait de fond en comble il y a une trentaine d'années, donc qui n'a pas de problème a priori structurel. Ce qu'on identifiait plutôt, c'était des questions d'entretien des bâtiments, mais ça c'est notre spécialité, c'est de construire des choses très grandes, très belles, et ensuite de moins bien les entretenir. Mais effectivement, il y a quelques difficultés au niveau de l'étanchéité des toitures, mais rien en fait de vraiment majeur qui nécessiterait une mise à nu complète du bâtiment, par exemple. Mais comment est-ce qu'on arrive au chiffre de 500 millions d'euros qui circulent dans la presse ? Alors c'est un mélange, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des travaux qu'il faut réaliser pour mettre le musée au niveau, je dirais, des standards internationaux actuels, mais qui sont pas des travaux considérable non plus. Et puis, il y a un grand projet, qui est un projet qui s'annonce être un projet présidentiel, qui viserait à créer une nouvelle entrée du côté de la colonnade de Perrault, c'est-à-dire à l'est, et qui serait une entrée qui serait un petit peu l'équivalent de la pyramide qui avait été conçue pour François Mitterrand. Donc on mélange des travaux de réparation et un projet d'extension du musée. Exactement. Ouais. Est-ce que le concept du musée universel, du méga musée, puisque le Louvre est le plus grand au niveau mondial, a encore du sens à votre avis ? Alors ça, c'est la vraie question à se poser. C'est un héritage historique qui nous vient de la Révolution française. À un moment, on a vidé nos églises, vidé les résidences aristocratiques par des saisies révolutionnaires pour remplir notre musée, qui vient aussi d'un héritage napoléonien, des conquêtes, où on avait aussi vidé les palais aristocratiques de l'Europe entière pour remplir le musée du Louvre. Et donc, il y a cette nostalgie et cette réalité qui est aussi d'avoir l'héritage d'un des plus grands musée du monde. Alors, est-ce raisonnable de continuer à faire croître ce musée alors que nous avons des difficultés manifestement à entretenir celui qui existe déjà, qui est déjà peut-être un peu grand ? C'est vraiment une question qu'on peut se poser, d'autant qu'il y a des attentes patrimoniales qui sont d'un autre ordre, qui serait plutôt d'essayer d'utiliser ce qui est déjà là, que ce soit en termes de musée, en valorisant peut-être mieux les œuvres du Louvre, et puis aussi peut-être en essayant de diffuser, en tous les cas, d'essayer de s'appuyer peut-être sur les monuments historiques que nous avons en France, pour créer ce projet de National Trust qui a été encore évoqué hier par la ministre de la Culture au moment de ses vœux. Et pour tout ça, on a besoin d'argent. Et ça, c'est peut-être plus intelligent, même du point de vue économique, d'essayer de diffuser, de mettre en réseau les monuments historiques français plutôt que de tout concentrer à Paris, en fait, autour d'un grand bâtiment qui est déjà probablement trop grand. 46 000 monuments historiques en France, budget de 500 millions d'euros pour l'entretien et la restauration, c'est dérisoire. En quoi est-ce que le projet de National Trust pourrait être une réponse, serait plus efficace pour l'entretien de notre patrimoine ? Alors ce projet, donc, c'est un projet qui s'inspire de ce qui existe en Angleterre, qui est un formidable mouvement qui fédère plusieurs centaines en fait de monuments. L'Angleterre, je le précise, où les musées nationaux sont gratuits. Où les musées, effectivement, peuvent être gratuits. Mais le National Trust, c'est un mouvement aussi de bénévoles. Alors, il y a 6 millions d'adhérents. Toutes les résidences du National Trust qui sont ouvertes au public font 24 millions d'entrées. Et il y a 60 000 bénévoles. C'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement d'investissement des citoyens anglais au service de leur patrimoine, et qui a aussi une collection de d'1 million d'œuvres d'art. Au Louvre, il y en a 500 000, dont 30 000 exposées, donc très supérieur au Louvre finalement. Et qui est cette idée de partir de l'existant, où il y a aussi des Rembrandt, des œuvres majeures dans ces châteaux qui appartiennent au National Trust et qui sont ouverts au public. Et ça, c'est une piste qui serait peut-être plus intéressante, parce que il vaut mieux laisser des chefs-d'œuvre à la campagne que de les concentrer, comme on fait nous depuis des générations, dans un très grand musée parisien. Comment trouver de nouvelles sources de financement, le mécénat, l'événementiel ? Quel est le potentiel
de financement en provenance des entreprises? Alors le potentiel de financement en provenance des entreprises, il est, je dirais, il est assez difficile de l'accroître, surtout par les temps qui courent. Alors il y a des dispositifs français qui sont extrêmement efficaces en termes de défiscalisation, mais pour défiscaliser, encore faut-il que les entreprises soient en bonne forme. Et effectivement, les entreprises qui contribuent sont souvent toujours les mêmes, les géants du luxe, parce que ça va bien avec leur image. Donc est-ce qu'il y a un potentiel si grand que ça du côté du mécénat? C'est pas certain. La billetterie différenciée qui consisterait à faire payer peut-être le billet plus cher aux touristes, est-ce qu'à votre avis c'est une bonne idée? Alors moi je pense que c'est plutôt une bonne idée parce qu'effectivement le musée du Louvre, c'est grosso modo c'est 300 millions de budget par an, il y a 100 millions qui sont apportés par l'État et le Louvre se débrouille avec sa billetterie qui rapporte environ 80 millions d'euros, avec aussi des redevances qui sont versées par les Émirats d'Abu Dhabi en vertu des accords du Louvre. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 70% de visiteurs étrangers au Louvre, donc qui usent et qui utilisent l'infrastructure plus que nous, qui ne sont pas des contribuables évidemment. Donc, il ne me semblerait pas anormal qu'il y ait un billet qui soit différencié pour les visiteurs qui ne sont pas de l'Union européenne. Ouais, des visiteurs étrangers qui ont quand même tendance à aller voir qu'une poignée d'œuvres les plus connues. On parle de visites façon Instagrammeur. Exactement, donc c'est ça qui est très déstabilisant, c'est le plus grand musée du monde, mais 30 000 œuvres exposées, allez en voir qu'une dizaine, c'est peut-être un peu dommage. Exactement, et les visiteurs se concentrent dans un seul lieu, dans très peu de salles du musée. Alors ce qui serait très intéressant, et nous qu'on préconise, serait de travailler sur le stock d'œuvres. Chaque œuvre en fait raconte des tas d'histoires, ça raconte l'histoire de l'art, l'histoire de France, des histoires tirées de la mythologie, de l'Ancien Testament, et ça, il y a eu une série à la fin des années 90 qui s'appelait Palette. C'est un court format, 26 minutes, et on explique tout d'une œuvre. Et ça, il y a 70 conservateurs au Louvre, créer peut-être un studio d'enregistrement pour qu'ils puissent, comme ça, mettre en valeur ces œuvres par des petites capsules qui pourraient être traduites ensuite en anglais et mises comme ça sur les réseaux sociaux pour faire vivre et montrer aux visiteurs qu'il n'y a pas que 5 œuvres au musée du Louvre. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans les voies de l'économie. Julien Lacaze, président de l'association Sites et Monuments. Et David, on attendra tout à l'heure les déclarations d'Emmanuel Macron qui va nous expliquer comment est-ce qu'il va financer la rénovation et l'extension du musée du Louvre. À demain, Stéphane, 6h pour le tour de l'actualité économique. Notez effectivement qu'à 8h15, on reparlera culture et patrimoine avec Adrien Goetz, membre de l'Institut et historien de l'art, avant la visite et les interventions du président de la République au Louvre. Dans 2 minutes, les coulisses de la politique. Quel avenir pour Raphaël Glucksmann? Mais juste avant, un patrimoine défendu chaque jour par Karine Dijoux, c'est la langue française.